Salut les petits potes, on se retrouve pour 6 nouveaux threads d'horreur et j'ai rien d'autre à dire, donc on va commencer directement sur les threads d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Melissa et ça se passe à New York. Alors malheureusement, on ne connaît pas son âge précis, mais c'est une jeune femme. Son histoire commence quand elle se rend à New York pour une semaine après la fin de son année universitaire. Bon, elle a un budget étudiant, ce qui fait qu'elle a décidé de loger dans une auberge de jeunesse un peu excentrée du centre-ville. Le nom de l'auberge c'est le Wanderers Inn West Hostel sur la 113e rue et sa localisation a de l'importance. Elle essaye de revenir assez tôt à l'auberge parce qu'après une certaine heure, il n'y a plus de métro qui s'arrête près de l'auberge. Sauf que malheureusement, à cause de son sens de l'orientation et du fait qu'elle ne parle pas trop bien anglais, elle se trompe de rame, ce qui fait qu'elle attend hyper longtemps le métro pour rentrer chez elle. Melissa attend tellement qu'à un moment, il y a un employé de la compagnie de métro qui lui explique que du coup, il travaille pour les transports et il lui demande ce qu'elle fait là. Elle lui explique qu'elle attend le tram pour rentrer dans son auberge de jeunesse et il lui explique alors que malheureusement, à cette heure-ci, plus aucun métro n'ira là où elle doit aller. Du coup, pas de bol pour elle, mais elle arrive quand même à prendre un métro qui va la rapprocher de l'endroit de son auberge. Le truc, c'est que forcément, elle se met à paniquer, puisqu'elle se rend compte qu'elle est maintenant dans un quartier malfamé de la ville. Puisque oui, son auberge de jeunesse est encore plus loin dans le quartier. Et avant ce soir-là, elle allait directement dans son hébergement. C'est simple, quand elle sort du métro, elle fait une petite technique. C'est de mettre son téléphone dans son soutien-gorge. Et très peu de temps après avoir commencé à marcher dans la rue, elle tombe sur deux gars qui tentent de lui vendre de la salade, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le mot magique caché pour autre chose. Du coup, elle fait genre qu'elle parle encore plus mal anglais que la réalité. I don't speak English, sorry. Finalement, les deux gars laissent tomber pour la salade, mais à la place, l'un des gars commence à dire que c'est l'anniversaire de son pote et que forcément, elle doit lui faire un cadeau. Melissa continue de faire comme si elle ne comprenait pas, mais ils insistent lourdement en ricanant. Les gars commencent à lui demander son âge et si elle a un petit ami ou non. Le type à qui c'est supposément l'anniversaire commence à dire qu'il a 23 ans. Alors que bon, elle capte très facilement que c'est pas vrai vu son physique et surtout à la façon dont il se tape une barre juste après avoir dit son âge. Après ça, il a quand même réussi un petit peu à lui tirer les verres du nez et il lui propose de la raccompagner à son auberge en voiture. Au début, Melissa dit non, ça va aller, je vais y aller à pied sans souci. Elle sait très bien ce qui va lui arriver si elle va dans cette voiture avec un inconnu. Sauf que là, elle commence à voir un gang qui s'approche de plus en plus près d'eux. Elle se dit mais c'est quoi cet endroit de malade? Elle est morte de trouille, elle se dit c'est quoi ce délire? En voyant le gang qui arrive, elle se dit ok vaut mieux être avec ces deux délinquants un petit peu gugus mais qui ont pas l'air méchants de fou. Par contre là le gang devant elle ils ont pas l'air de rigoler. Alors elle se dit bon ok je vais dans la voiture du mec. En plus de ça l'autre mec est resté dans la rue, du coup elle se retrouve maintenant seule avec ce gars dans la voiture. Le véhicule démarre et forcément ils arrivent au niveau du gang et ils interpellent la voiture et le conducteur. Ils commencent à tous parler ensemble et le conducteur dit qu'il n'y a aucun problème. Il leur dit qu'elle est avec lui. Melissa à ce moment-là elle a la trouille de sa vie et en même temps elle se dit que heureusement elle est avec ce gars car là elle sait très bien qu'avec le gang il se serait passé une dinguerie. À un moment, la discussion finit et la voiture prend la route. Et oui, il va bien la ramener devant son auberge de jeunesse. Sauf qu'il ne veut pas la laisser sortir de la voiture. Ce gars commence à lui poser des questions sur ses relations 18+. Et elle lui répond que oui, elle est vierge et qu'elle aimerait l'être jusqu'au mariage. Bon, c'est faux, mais dans son esprit paniqué, c'est la meilleure réponse qu'elle a trouvée à sortir. Elle se dit que les Américains sont très croyants et que ça va peut-être le calmer. Mais en fait, pas du tout. Il commence à lui tripoter la poitrine et il pose même sa main un petit peu plus bas. Là, elle panique vraiment, mais elle fait en sorte que ça ne se ressente pas. Elle le repousse gentiment en riant un peu pour ne pas le fâcher. Pour lui changer les idées, elle lui montre les photos prises ce jour-là sur son portable qu'elle avait caché dans son soutien-gorge. Honnêtement, rendu là, elle aurait été prête à le lui donner si elle pouvait s'en sortir saine et sauve. Son idée, c'était de lui changer les idées pour qu'il arrête de penser à vous savez quoi. Mais non, puisqu'il a vu une statue d'un homme nu, puisque oui, elle était allée au musée ce jour-là, et du coup, ça a fait l'effet inverse, vraiment un gros pervers ce type. Bon, son stratagème tombe à l'eau, elle insiste pour descendre et il lui dit qu'il la laissera sortir que si elle l'embrasse. Et malheureusement, c'est ce qu'elle fait. Et là, miracle, elle ouvre la porte en 4e vitesse sans qu'il ne l'arrête. La fille qui a écrit ce thread ne sait pas si c'est parce qu'il a tenu sa promesse ou bien parce qu'elle a agi trop vite pour qu'il puisse intervenir.
Elle est rentrée à l'auberge en courant, elle a remercié son ange gardien qui avait vraiment dû faire des heures supplémentaires ce soir-là. Et elle est revenue avant 17 h tous les jours suivants tellement elle était traumatisée et qu'elle avait peur de retomber sur un métro à arrêt réduit. Elle a eu vraiment peur de recroiser le type tripoteur, comme il savait où se trouvait son auberge de jeunesse, mais bon, ça va, elle ne l'a jamais recroisé. Enfin, quand je dis ça va, non, ça va pas, hein, l'histoire ne va pas, mais genre, elle l'a pas recroisé. Du moins, c'est elle qui dit ça en fait, je sais pas pourquoi je me justifie. Et c'est ainsi que se termine son histoire. Disons qu'elle garde un souvenir inoubliable de New York, mais pas pour les bonnes raisons. Et ben voilà, on passe au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Felicia, elle a 14 ans et son histoire se passe il y a un peu plus de 20 ans. À cette époque, elle vit dans le sous-sol d'une maison à entrée partagée et sa fenêtre à elle donne sur le sud. Elle se réveille pendant la nuit parce qu'elle a regardé des compétitions de natation et d'autres à la télé jusqu'à 2 h du matin. Elle se relève de son lit superposé, elle est sur le lit du haut et elle regarde par la fenêtre. Elle se dit ok, c'est bizarre, là je suis pas folle, j'entends un bruit qui vient de dehors, mais le truc c'est qu'il fait nuit. Et ce qu'elle peut voir par la fenêtre, sur le coup ça la choque parce que c'est 5 ou 6 hommes de l'armée qui sont dans son allée de maison. Ils ont leurs outils à la main et Felicia elle reste là et elle se demande qu'est-ce qui se passe. Il y a un homme qui s'est mis à crier et en fait elle s'est réveillée. Elle est soulagée mais c'est très étrange comme rêve. Mais le truc c'est qu'elle entend toujours du bruit dehors. Elle saute de son lit superposé et elle regarde par la fenêtre pour voir cette fois-ci. Et là elle peut voir ces mêmes 5 ou 6 hommes. Toujours dans son allée, et là l'un d'entre eux se met à crier, et ils se mettent tous à tirer sur quelque chose qu'elle n'arrive pas à voir de là où elle est. Elle se réveille encore une fois, mais cette fois-ci il fait jour. Là elle se dit ça y est, c'est bon, je suis bien réveillée. Ou est-ce que c'est encore une fois une partie du rêve? Elle entend du bruit dehors et elle descend encore une fois de plus vers la fenêtre. Et même scénario, sauf qu'il y a un truc qui a changé cette fois. En fait, c'est assez difficile à décrire en détail parce qu'elle se souvient d'une forme comme une masse noire, mais elle n'arrive pas du tout à la décrire. Elle se souvient juste que cette chose faisait 2,20 m de haut environ et en voyant cette chose, elle s'est réveillée une fois de plus. Cette fois, elle a sauté de sa couchette et elle a couru vers la fenêtre. Et ça y est, cette fois, elle se dit que c'est bon, cette boucle doit se terminer. Mais non, elle revoit ces hommes, un homme qui crie, des coups de feu et une masse étrange. Cette masse, justement, elle se déplace entre les hommes et elle vient taper contre le garage qui fait un bruit de fou et réveille Felicia. Cette fois, c'est le crépuscule. Elle a entendu la même agitation que les autres fois. Les cris, les coups de feu, les claquements contre le garage, puis un autre claquement, un autre, jusqu'à ce qu'il soit clair que la porte du garage était suffisamment pétée pour laisser entrer cette chose. À ce stade, elle sait qu'il n'y a plus que 2 portes qui se dressent entre elle et cette chose. 2 vieilles portes en bois creusent bon marché. C'est là qu'elle entend un claquement et des éclats de bois. Elle s'est réveillée dans son lit. Les mêmes événements se produisent. Crépuscule, agitation, cris, coups de feu, détonation, claquement, jusqu'à ce qu'elle entende un dernier coup. Le dernier coup, elle le reconnaît. C'est un bruit sur la porte qui mène à la buanderie. De là, vous passez par un couloir ouvert devant la salle de bain, un atelier, et à côté de la porte de l'atelier se trouve sa chambre. Le truc, c'est qu'elle n'a pas de porte dans sa chambre. Seulement un grand drapeau américain qu'elle a accroché parce qu'elle trouvait que c'était plus cool que d'avoir une porte. Et cette fois, quand elle s'est réveillée, il faisait nuit. Mais cette fois, elle sait qu'elle est réellement réveillée. C'était ce genre de sentiment qu'on ressent quand on sait que ce n'est plus un rêve. Des petites gouttes qui perlent le long du dos. Elle a un grand couteau sous son oreiller qui était un beau cadeau de son beau-père, un vétéran du Vietnam qui collectionnait des objets de la Seconde Guerre mondiale. Elle se souvient tenir ce grand couteau dans ses mains en regardant son drapeau qui lui sert de porte. Elle sait à ce moment que si elle détourne le regard, elle va mourir. Cette nuit, c'est clairement la plus longue à laquelle elle a jamais assisté. Quand le jour est venu, elle n'a pas bougé jusqu'à ce que quelqu'un descende des chambres à l'étage et entre dans l'atelier. Elle demande si la porte du garage est ok et son beau-père a vérifié et a dit que tout allait bien. En sortant de sa chambre, elle a remarqué qu'il n'y avait rien. Ce rêve-là, il s'est produit plus d'une dizaine de fois. La dernière fois qu'elle a vécu ce rêve, c'était vers les 16 ans, donc elle a vécu pendant 2 ans avec ce rêve fou. Sauf que pendant le dernier rêve, il y a eu un petit peu plus d'éléments que ceux que je vous ai déjà décrits pas mal de fois. Avant de se réveiller, elle a entendu des pas et quand elle s'est réellement réveillée, son drapeau se balançait comme il faut, ce qui veut dire que quelqu'un était peut-être passé. Le truc, c'est que sa chambre est légèrement en sous-sol et qu'il n'y a aucune fenêtre ouverte en bas et aucun animal de compagnie à la maison. Après ça, elle n'a jamais refait ce rêve après cette dernière fois et c'était la plus grande peur qu'elle ait jamais ressentie. Mais ce fut aussi le début de la période la plus sombre de sa vie.
Elle a commencé à avoir des hantises et apparemment même une possession vers l'âge de ses 18 ans, ce qui l'a amené à se renseigner sur l'occultisme et le paranormal. Mais bon, elle nous garde tout ça pour une autre histoire. Et effectivement, très bizarre, très bizarre comme rêve. Moi j'ai bien aimé la boucle temporelle et tout, c'est très stylé. On a eu la dernière fois, il y a très peu de temps, la paralysie du sommeil qui aussi était en boucle. Mais là c'est le rêve qui va à chaque fois de plus en plus loin, jusqu'à peut-être l'entité a réussi à venir jusqu'à elle. Peut-être prendre, apparemment, peut-être possession d'elle et tout. Donc vraiment, j'ai trop kiffé ce thread. Voilà, je sais pas ce que t'en as pensé, t'hésites pas à me le dire. Allez, justement, on passe au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Martine. Du coup, pour une fois, on aura Martine vit un thread d'horreur. Elle vit une semaine vraiment mouvementée. Ses 3 enfants ont la grippe, le plus âgé étant le premier, puis les 2 jeunes l'ont attrapé après. Après une visite à la clinique, elle se dirige vers la pharmacie en bas de la rue pour aller chercher les médicaments. Elle décide à la dernière minute de déposer ses enfants à la maison avec leur père pour qu'ils puissent se reposer et qu'elle puisse entrer dans la pharmacie car elle doit aussi prendre un médicament pour la diarrhée. Elle se balade tranquille sans se soucier de rien puisque leur quartier est sûr. Elle a déjà fait des promenades la nuit tombée et elle n'a jamais eu peur. La plupart de leurs voisins sont des personnes âgées qui vivent là-bas depuis plus d'une décennie. Quand elle arrive à la voiture, elle se gare du côté parallèle à leur rue. Alors oui, ils font des balades en voiture. Ils font pas des balades à pied, c'est les Américains, c'est en voiture, bref. Il fait plus sombre de ce côté, mais l'endroit est juste au coin et bien éclairé. Juste un élément bizarre, c'est qu'il y a un homme debout dehors. Il marche devant sa voiture et elle peut l'entendre parler, mais sa musique dans la voiture est plutôt forte. Alors elle pense qu'il est au téléphone ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas encore de véritables signaux d'alarme. Son mari l'appelle et elle sort de sa voiture, toujours au téléphone, en disant à son mari « Ouais, les enfants ont la grippe, je vais chercher les médicaments à la pharmacie ». D'une voix un peu bizarre, l'homme dans la rue lui dit « Hey, j'ai une question pour toi. Tu sais où se trouve Main Street ?» Bon, elle suppose qu'il lui demande son chemin ou l'emplacement de quelque chose, du coup elle lui dit que oui. Elle tient toujours son téléphone contre son oreille, il est dans un étui rose vif donc elle est sûre que normalement il l'a vu. Sachant qu'en plus de ça, maintenant cet homme se tient juste devant elle. Il y a une sorte de pilier et une poubelle derrière lui. Au coin se trouve une boîte rouge contre le mur qui est remplie de préservatifs normalement. Normalement, elle devrait le dépasser, sauf que ça la mettrait à portée de main. Très vite, il se met à lui demander si elle peut l'emmener là-bas dans un refuge pour sans-abri. Il lui dit qu'il fait très froid dehors et qu'il ne veut pas geler. Elle est en mode « Ah ouais, c'est vrai qu'il fait froid, mais bon, je peux pas t'y emmener ». Elle lui propose de lui acheter des gants et ou une couverture et de demander si un employé de la pharmacie peut l'aider à lui trouver son trajet. Et alors là, le visage de cet homme se transforme instantanément en pure rage. Vous savez ce qui arrive aux sans-abri coincés dehors? Vous allez m'aider, c'est juste au bout de la rue. Martine, elle reste là, elle sait pas quoi faire. Son mari est toujours au téléphone et lui demande ce qui se passe. Elle dit gentiment à l'homme qu'elle ne se sent pas à l'aise de faire ça et qu'elle a la grippe. Alors que elle, pour l'instant, elle l'a pas encore. Et elle lui dit que son mari est au téléphone avec elle. Le gars se met à crier et dit « Mais je m'en fous de ta grippe ». Maintenant, il est de plus en plus en colère et ne s'éloigne pas de son chemin vers le magasin. Elle ne veut pas lui tourner le dos pour regagner sa voiture qui se trouve à plusieurs mètres dans le noir. Pendant que ce type la regarde, elle décide de passer rapidement devant lui. Elle avait son masque de la clinique dans la poche de sa veste, alors elle le sort et elle le tient devant elle pendant qu'elle se dirige vers la poubelle. Il a l'air dégoûté mais n'arrête pas de lui dire qu'elle doit le conduire. Il se met à crier de rage et lui dit « Mais c'est juste au bout de la rue, sale p***. » Mais elle sait très bien où se trouve cette rue et c'est pas du tout aussi proche qu'il le dit. Il essaye de la faire culpabiliser et ses paroles semblent plus que menaçantes. Une fois arrivée au coin de la rue, elle se précipite vers la pharmacie. Son mari lui dit qu'il va appeler la police. Il a entendu la façon dont l'homme lui parlait et il lui dit de rester dans le magasin. Là, à ce moment-là, les genoux de Martine, ils tremblotent. Elle n'est généralement pas du genre à avoir si peur face à quelqu'un. Arrivée à la pharmacie, elle interrompt le pharmacien et un client en s'excusant, puis elle leur raconte ce qui s'est passé. Le pharmacien envoie le gérant du magasin, un grand gars avec une longue barbe qui a l'air de pas se laisser faire. Après vraiment même pas 2 minutes, la police est arrivée sur place et ils ont dit à l'homme de partir, ce qu'il a fait momentanément. Mais il revient dans le magasin en criant des obscénités et il traite vraiment Martine de grosse p***. Il repart encore une fois, mais très peu de temps après, il revient encore dans le magasin, il se poste devant Martine et lui montre son engin.
Après ça, le gérant du magasin lui dit de partir. L'homme est maintenant dehors avec 3 policiers autour de lui. Une policière retourne lui parler et elle lui dit qu'elle l'a arrêté déjà plusieurs fois. Après l'avoir mis dans la voiture de police, la policière est revenue encore une fois pour lui dire que ce gars n'était pas si violent. Et là bon, c'est du grand n'importe quoi, mais Martine peut voir que le gars est maintenant en train de faire des allers-retours devant la pharmacie alors que normalement il devrait être dans la voiture de police. Bref, cette soirée est finie et maintenant elle le voit plein de fois dans la rue. À chaque fois qu'il la voit, il vient à côté d'elle et se met à crier comme un fou. Elle vient tout le temps se réfugier dans cette pharmacie. Et à chaque fois, c'est tout le temps la même chose. Il vient gueuler comme un fou, il se met à pisser sur les articles dans la pharmacie. Du coup, la police doit venir et encore une fois, ils disent que non, il est pas méchant. À force, Martine, elle a pu avoir le prénom et le nom de ce gars. Et aux États-Unis, avec un nom et un prénom, tu peux voir le casier judiciaire des gens. Et très cool de voir que ce soi-disant monsieur, il est pas méchant. Parce que le mec il est quand même accusé de port d'armes sans autorisation, violence, vol, braquage, consommation et vente de farine. Soit un très beau palmarès quand même. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Je sais pas si au montage, à la fin, vraiment tu te dis, mais le mec il est censé être dans la voiture de police. Il sort de la voiture de police, il fait des trucs de fou. Vraiment, t'es en mode, mais mec, la police elle est complice ou quoi? C'est quoi? Parce que normalement tu le menottes, tu fermes la voiture de police après derrière. Le mec il se balade, il est là. Ouais, bon, moi je. Bientôt le mec il fait partie de la police dans 2 secondes. Du grand nawak. Je suis en mode, vraiment, je sais pas. Bref, c'est chelou. Allez, moi sur la fin j'ai un peu rigolé. Il y a trop de threads, il y a des threads, des fois c'est mythique. Vraiment je vous le dis, des fois c'est mythique. Voilà, dans les autres threads j'ai pas fait de conclusion quasiment. Mais alors là, on est sur quelque chose. On tient une pépite, j'ai envie de te dire. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. Et là bon, je sais, c'est du grand n'importe quoi. Mais Martine peut voir que le gars est maintenant en train de faire des allers-retours devant la pharmacie. Et là bon, c'est du grand n'importe quoi. Mais Martine peut voir que le gars... Et à chaque fois, c'est tout le temps la même chose. Il vient gueuler comme un fou. Il se met à pisser sur les articles. Oh, c'est une dinguerie. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Camélia et il y a un peu plus d'1 an, son fiancé et elle ont vendu leur maison en ville et ils ont déménagé à 1 heure de route dans une ville rurale. Ils ont obtenu une offre incroyable sur leur maison, ce qui est rare sur le marché actuel. Et ils profitent de leur nouvelle vie tranquille côté océan. Leur maison est juste à côté de l'autoroute et se trouve sur environ 1 acre de terrain. Ils ont un voisin de chaque côté mais les propriétés sont bordées d'arbres et d'une rivière. Donc autant vous dire que c'est quand même pas mal privé. Il n'y a personne directement en face d'eux et au-delà de leur cour arrière se trouve l'océan. Il est également important de noter que leur allée est vraiment très longue. Donc toute personne qui vient à leur porte, soit c'est quelqu'un d'invité, soit c'est un service de livraison comme Amazon. Lorsqu'ils ont emménagé pour la première fois, ils ont ressenti de curieuses vibrations venant du voisin de droite. Quelquefois, ils l'ont vu les regarder à travers sa fenêtre qui donnait sur leur terrasse arrière. D'autres fois, il émergeait des buissons et se tenait à côté de la porte de leur clôture qui mène à l'océan. Dans l'ensemble, il semblait bizarre, la plupart du temps inoffensif. Mais ils ont installé une caméra de Porsche sur la porte d'entrée juste au cas où. Son fiancé n'aime pas du tout laisser la lumière allumée la nuit, pas même une lumière de Porsche. Mais de toute façon, ça ne gêne en rien, étant donné que la caméra de Porsche qu'ils ont installée a une vision nocturne et l'image est assez claire la nuit. Donc si quelqu'un vient à leur porte au milieu de la nuit, ils peuvent le voir clairement. La caméra dispose d'une application qui envoie des notifications à leur téléphone lorsqu'un mouvement est détecté. Ils peuvent également regarder la caméra en direct et parler à des personnes à l'extérieur. Un soir, ils ont décidé de se coucher tôt car ils ne se sentaient pas bien. Ils ont fait comme d'habitude, éteint toutes les lumières et sont allés se coucher avec leurs 3 chiens. Il n'est que 21 h mais c'est l'hiver donc il fait nuit noire dehors. Les seules lumières provenaient de quelques lampes solaires qu'ils ont sur leur marche et du réverbère au bout de l'allée. Ils somnolent quand soudain, ils peuvent entendre un bruit. Camélia a cru entendre des choses mais aucun des chiens n'a réagi. En règle générale, quand l'un entend un bruit et commence à aboyer, les 2 autres suivent. Elle demande à son fiancé s'il a entendu quelque chose et il a dit non. Mais elle entend à nouveau le bruit et instantanément, elle a compris que quelqu'un était à leur porte. Paniquée, elle a dit à son copain d'ouvrir l'application de la caméra du Porsche et de vérifier la vue en direct pendant qu'elle allumait la lumière. Son fiancé a commencé par lui dire que si c'était quelqu'un, ils auraient reçu une notification. Quand il a sorti son téléphone et allumé l'écran, eh bien il y avait bien une notif.
le fameux message mouvement détecté. Ils ont échangé un regard confus et son cœur a sauté dans sa gorge quand il a ouvert la vue en direct. Debout sur leur porche se tenait une jeune femme sans pantalon. Elle porte une veste bouffante et a mis ses chaussures d'une façon très bizarre, ce qui peut présager que cette femme est partie quelque part à la hâte. Elle a ouvert leur porte moustiquaire et elle se met à frapper à plusieurs reprises à la porte d'entrée tout en regardant vers la route. Elle a ensuite déplacé son regard vers leur voiture puis a essayé de jeter un coup d'œil à travers le vitrail de leur porte d'entrée. Son fiancé a commencé à lui dire que cette femme était victime d'enlèvement, qu'elle avait échappé à ses ravisseurs et qu'elle avait besoin de leur aide. Camélia, elle est bouche bée et elle n'a pas dit un mot. Elle s'assoit sur le lit et regarde cette femme frapper à leur porte sur l'écran du téléphone. Sauf que Cam, elle se dit « Ah, je sais pas du tout, on dirait pas qu'elle est victime de quoi que ce soit. » Elle ne ressemble pas du tout à une femme en détresse pour elle. Elle regarde son copain et lui dit « Non mais tu vas où comme ça ?» Il lui répond énervé « Mais je vais l'aider, elle a besoin de notre aide. » Bon, elle sait plus comment, mais elle a convaincu son fiancé de rester dans la chambre. Et il a rechigné, mais il l'a fait. Après ça, ils vont appeler la police et elle trouve ça bizarre d'appeler la police juste parce que quelqu'un a frappé à leur porte. Mais bon, c'est quand même bizarre, il y a une femme qui frappe chez eux et bon bah elle porte pas de pantalon, donc c'est chelou quand même. Sauf que peu de temps après le début de l'appel au policier, la femme est partie. 20 minutes plus tard, un officier l'a rappelé. Elle l'a remercié abondamment d'avoir appelé et il lui a fait savoir qu'ils avaient trouvé la femme marchant le long de l'autoroute. Et alors là, elle a eu l'impression que le vent lui coupait le souffle quand il lui a dit que la femme portait bien un pantalon et qu'elle était accompagnée d'un homme. L'officier lui a expliqué que le couple avait déclaré qu'il cherchait à utiliser un téléphone. Elle a expliqué à l'officier qu'ils avaient tout filmé et qu'il n'y avait pas d'homme sur la vidéo, ce qui les a amenés tous les deux à conclure qu'ils se cachaient probablement derrière leur voiture ou dans les buissons à côté des marches. Camélia a également expliqué qu'il ne laissait aucune lumière allumée. Donc si quelqu'un cherchait à utiliser un téléphone, pourquoi choisirait-il la maison qui était plongée dans le noir absolu? L'officier lui a dit que s'ils avaient ouvert la porte, rien de bon ne serait probablement arrivé et encore une fois, elle l'a remercié d'avoir appelé. Camélia est contente d'avoir retenu son copain de ne pas aller ouvrir la porte. Et c'est comme ça que se termine ce petit thread d'horreur que j'adore, mais j'ai pas de conclusion de fou à faire dessus. Donc allez, prochain thread d'horreur. Alors juste avant que commence ce 5e thread d'horreur, si tu souhaites soutenir la chaîne, et bah t'hésites pas, un petit pouce bleu, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça soutient énormément. Et si tu n'étais pas abonné, moi je serais toi, bah je songerais à le faire étant donné que t'es quasiment à la fin de la vidéo et je vois que t'es en train de kiffer. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur la chaîne. Et puis comme ça tu pourras aussi regarder les 300-400 vidéos qu'il y a sur la chaîne, voilà, de beaucoup de threads d'horreur. Allez, on perd pas plus de temps, on reprend le thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lilo. Alors pour commencer cette histoire, elle nous dit qu'elle a des problèmes de paralysie du sommeil depuis longtemps, en fait depuis qu'elle est toute petite. Elle fait souvent des cauchemars qui la conduisent ensuite à une paralysie du sommeil. Et franchement, Lilo pense que ces paralysies du sommeil ne sont pas normales. Elle pense que quelque chose de paranormal en est la raison. À chaque fois qu'elle en fait, elle recherche les choses qu'elle a vécues dans ses cauchemars sur Google. Mais rien n'apparaît, rien d'utile en tout cas. Alors tout commence quand elle a 5 ans. Elle joue à se déguiser toute seule dans sa chambre quand d'un coup son ballon de foot est sorti de son placard. Elle le ramasse donc et le remet dans le placard et le pose sur une étagère où est sa place. Lilo sort du placard et recommence à jouer. Mais du coin de l'œil, elle remarque quelque chose d'étrange. Elle se retourne pour regarder et c'est une silhouette humanoïde grande et maigre, noire avec un petit peu de sang. Elle est un petit peu voûtée car elle est vraiment très grande, mais cette chose ne bouge pas, elle reste là, à la menacer. Lilo le fixe et les deux se regardent pendant de longues secondes, et même à cet âge, elle se dit que c'est pas normal. C'est pas normal de voir cette chose dans sa chambre. Donc rapidement, elle quitte sa chambre et court dans la chambre de son frère aîné et elle y reste. Jusqu'à ce que l'heure du coucher arrive. Ses parents la forcent à retourner dans sa chambre pour dormir. Quand elle arrive enfin à s'endormir, elle fait un rêve dont elle ne se souvient pas. Mais elle se souvient qu'elle est terrifiée à son réveil. Elle a tellement peur qu'elle va dans la salle de bain de ses parents et dort dans la baignoire. D'ailleurs, ils sont partis le soir même quelque part et ses parents n'étaient pas là pour elle. C'est donc quelqu'un d'autre qui la gardait. Depuis, elle fait des cauchemars et des paralysies du sommeil. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle en fait que quand elle est dans sa chambre. Quand elle dort sur le canapé, dans la chambre de ses parents, la chambre d'amis et la chambre de son frère, cela n'arrive pas du tout. À chaque fois qu'elle fait des cauchemars, ils se déroulent généralement dans une version beaucoup plus sombre que le monstre dans sa chambre.
C'est comme si elle était coincée au même endroit et qu'elle ne pouvait pas bouger. Elle voit cette chose, la silhouette noire, la regarder jusqu'à ce qu'elle se réveille et souffre de paralysie du sommeil. Quand elle fait une paralysie, elle est incapable de bouger, et y compris d'ouvrir les yeux. Même si elle essaye à chaque fois, eh bien elle n'y arrive pas. Elle sent un point sur son dos, car oui, elle dort sur le ventre et elle entend une voix qui murmure. Mais elle n'arrive pas à comprendre ce que cette voix dit. Puis elle entend comme une boîte à musique cassée. Et la boîte à musique joue en boucle la musique qui a l'air vieille et usée. Elle peut également sentir quelque chose qui la touche. C'est comme une sorte de grattage, un pincement ou alors un étouffement, voire même un coup de couteau. Oui, des fois, c'est comme si quelqu'un enroulait ses mains autour de son cou pour essayer de l'étouffer. Parfois même, encore pire, elle peut sentir que cette chose essaye de lui enfoncer un objet pointu dans le cou. D'ailleurs, il y a une chose très étrange, c'est qu'à chaque fois que cette entité essaye de lui faire du mal, eh bien ça se situe toujours au niveau du cou, comme si cette créature ne pouvait lui faire du mal que à cette partie du corps. Un jour, après ses cours, elle décide de faire une petite sieste. Au départ, elle a prévu de dormir dans une chambre d'amis puisqu'elle y dort depuis maintenant 1 an à cause de ses paralyses du sommeil. Même si, bon, ses parents ne la croient pas spécialement, et bien justement ce jour-là, ses parents ne l'ont pas cru et lui ont dit qu'elle devrait surmonter sa peur et dormir dans sa chambre. Elle essaye donc de faire une sieste sur le canapé, mais ses parents la voient en train de dormir sur le canapé. Ils la réveillent et ils lui disent d'aller dans sa chambre. Lilo va dans sa chambre et essaye de dormir et elle rêve. Enfin, rêver c'est plutôt le contraire. Elle se réveille dans un rêve, dedans elle comprend tout de suite qu'elle n'est pas dans la réalité. Ce qui la perturbe étant donné que ça ne lui est jamais arrivé auparavant. Elle est dans une pièce sombre qui ressemble à sa chambre et elle entend des grognements. Elle essaye de se réveiller mais les grognements sont de plus en plus forts jusqu'à ce qu'elle se réveille enfin. Elle se réveille en paralysie du sommeil et elle a très peur. Elle entend de nouveau cette boîte à musique cassée jouer et elle a l'impression qu'elle est sur le point de pleurer. Elle sent le poids de quelqu'un assis sur son dos et ses propres mains sont enroulées autour de son cou et commencent à s'étouffer. Puis enfin, elle entend une voix, mais c'est pas celle qui chuchote, mais cette voix lui crie dessus. Elle lui dit que si elle continue, elle va mourir et qu'elle va partir. Cette situation dure plus d'1 minute, alors que d'habitude, quand ces choses arrivaient, ça durait quoi? Une vingtaine de secondes. Mais jamais aussi longtemps que maintenant. Quand enfin elle peut bouger, elle se lève et va directement dans la chambre d'amis et commence à pleurer. Elle ne sait pas du tout quoi faire, puisque quand elle essaye d'expliquer ça à ses parents, ils ne la croient pas. Et ils pensent qu'elle invente des choses pour attirer l'attention. Seul son frère la croit, puisque lui aussi ça lui est déjà arrivé une chose pareille. Il a dormi une seule fois dans cette chambre et ce démon est apparu et lui a fait la même chose qu'à elle. À ce stade, c'est pratiquement officiel que sa chambre est hantée. Mais bon, que faire pour elle? Après ce dernier cauchemar, elle a fini par ne plus mettre les pieds dans cette chambre. Et elle ne veut plus du tout y rentrer sous aucun prétexte. Et c'est comme ça que se termine le thread, j'ai pas de nouvelles en plus, je sais pas comment elle a fait pour aller dans une autre chambre ou quoi, enfin, est-ce que ses parents l'ont enfin autorisé ou quoi? On ne sait pas malheureusement, mais en tout cas c'est vrai que sa chambre a l'air bizarre. Moi j'aurais fait aux parents, c'est quoi? Dormez ici, on va bien voir un petit peu, et puis voilà. Mais ça c'est trop chiant à chaque fois, les parents, ils sont là. Non, je crois pas mon gosse, mais je sais pas pourquoi. À part si c'est un... je comprends pas, j'ai pas les mots à chaque fois. Mais pourquoi ton enfant il mentirait sur ça? Enfin, je vois pas le... Waouh, putain, ça a l'air trop fun. Ouais, je m'invente des rêves de fou. Je vois pas le... Je comprends pas. Je suis dans un autre monde où je sais pas c'est quoi le délire, mais je vois pas les parents qui croient pas leurs enfants comme ça. C'est quoi le principe? Qu'est-ce qu'elle aurait à gagner? Genre, elle demande pas des sous, elle demande rien. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien de faire ça pour elle. Ça n'a aucun intérêt. Donc, je sais pas. On va passer au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jean-Baptiste qu'on va appeler JB. Il a maintenant 30 ans et il avait 26 ans au moment des faits. Petite précision pour commencer, même s'il croit aux intuitions et au feeling, il n'en avait personnellement jamais eu avant cette petite aventure. Cela se passe à une période de sa vie où il sort peu à peu de dépression et donc il veut se prouver à lui-même qu'il est capable d'accomplir certains de ses rêves. Finalement, il se décide à partir dans une grande marche en solo qui le fera traverser la France. Il prévoit donc de partir de Lyon et son premier but est le Mont Saint-Michel, avant de continuer en faisant le tour des côtes de la Bretagne et de s'arrêter à Nantes. Environ 2000 km étalés sur 2 mois et demi avec un départ fin septembre. Il se prépare bien et finalement, les premiers temps de sa marche se passent avec des hauts et des bas, environ 30 km par jour. Il fait de superbes rencontres et si parfois il dort dehors, sous tente ou sous un abri qu'il se trouve sur le moment,
bâtiment, un pont, un abribus, une grotte, etc. Eh bien il essaye la plupart du temps de sonner chez les gens pour voir s'ils n'ont pas un garage, une grange ou un endroit où s'abriter. Hors de question de demander à rentrer chez eux, il veut pas les effrayer. Une fois passé à Orléans, il est vers Ingré, un petit village au nord-ouest, et voyant l'heure, il se dit qu'il vaudrait mieux trouver un abri rapidement chez des gens car une tempête risque d'éclater ce soir. Si c'est le cas, il perdrait beaucoup de temps sous tente car il devra la faire sécher avant de repartir. Il voit finalement une maison dans un champ, grande, blanche et plutôt imposante. Au fur et à mesure qu'il se rapproche, il a un pressentiment qui le fait se sentir mal. Mais il insiste parce qu'il a vraiment besoin d'un abri. Finalement, à 100 mètres de la maison, il décide de faire demi-tour car il a l'impression qu'il se mettrait en danger mortel s'il avançait. Il repart donc dans les bois et finalement à 19 h, il décide de s'arrêter après avoir bien vérifié qu'il est en dehors de toute propriété et que la forêt où il allait se poser est une forêt municipale interdite à la chasse. Il pose sa tente à 5 mètres du chemin, fait un petit feu en sécurisant vraiment tout. Nuit et tempête arrivent comme prévu, et cette dernière dure toute la journée du lendemain. Il reste donc sous sa tente tout ce temps en prévoyant de partir dès qu'elle se calmera. Ce n'est que le surlendemain de son arrivée sur le site que tout se calme et il commence à ranger ses affaires. Finalement, à 9 h, il entend des gens marcher sur le chemin. Bon, rien d'inquiétant. S'arrêter à hauteur de sa tente, tiens, déjà c'est un peu plus bizarre. Et finalement dire tu crois qu'il est encore là? Là, il commence vraiment à se poser des questions. Il ne bouge plus et ne fait aucun bruit et attend. Il a l'impression d'attendre très longtemps, mais en vrai c'est quoi, max 1 minute. Et l'une des personnes se rapproche, s'arrête devant sa tente et il entend « Bonjour ». Il ouvre donc sa tente, heureusement il était habillé, et se retrouve face à un canon de fusil de chasse chargé à 20 cm de son visage. Il relève les yeux et voit un jeune adulte qui le regarde, 2 personnes un peu derrière sur le chemin. Il répond donc « Bonjour » et la personne lui demande ce qu'il fait ici. À ce moment-là, son premier réflexe est de faire une blague en disant qu'il est en train de tourner un film pour adultes. Mais finalement, le fusil lui rappelle à l'ordre et il explique ce qu'il fait ici. Ouais, bah tu vas devoir être parti dans 5 minutes parce qu'on fait une battue. Et tu vois une balle perdue, c'est vite arrivé. Et ça met du temps à retrouver des gens dans la forêt. N'étant pas complètement stupide, il comprend la menace et préfère ne pas préciser que la chasse est interdite ici. 2 des personnes partent et laissent le 3e sur place en disant de s'occuper du problème si ce n'est pas réglé dans 5 minutes. Il n'a jamais rangé ses affaires aussi vite de sa vie. Finalement, il repart les affaires complètement trempées et alors qu'il s'éloignait de 100 mètres à peine, il entend le gars rester sur place dire « ça fait 5 minutes » et immédiatement, il y a un coup de feu qui part. Il se met donc instantanément à courir et à chercher un lieu où se cacher. Il entend un autre coup de feu et finalement il prend à droite un croisement et se cache quelque part pour appeler son père. Il lui donne ses coordonnées géographiques exactes et lui explique ce qui s'est passé. Et lui demande d'appeler les flics s'il n'y a pas de nouvelles de lui dans 1 heure. Il reprend sa route le plus discrètement possible en faisant un grand détour. Et finalement il parvient à trouver refuge dans une ferme dont les occupants l'accueillent. En leur racontant son aventure, il lui explique que, au vu de la description de ces gens, ce sont les habitants de la maison qu'il avait vus 2 jours avant. Comme quoi, il avait probablement raison de ne pas aller demander à dormir là-bas. Et apparemment, ces gens sont potes avec les gendarmes du coin. Donc après ça, il appelle son père pour le rassurer et lui dire de ne pas appeler la police, car il ne veut prendre aucun risque. C'est sa parole contre la leur et ce serait probablement pas concluant. Finalement, il reste une nuit avec ces personnes qui lui offrent le gîte, un repas et de l'avancer le lendemain en voiture. Il en profite pour faire sécher ses affaires et donc reprendre sa marche qu'il a fini presque en intégralité. Voilà, histoire de fou, j'espère que vous avez kiffé. Vraiment, si c'est le cas, tu connais, petit pouce bleu et abonnement. Allez, si t'en veux plus, je t'invite à cliquer sur une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.